Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu. Aujourd'hui, on parle d'un jeu qui a vu le jour en l'an 2000. Et pas très encourageant, hein? Mais heureusement, c'est un jeu qui a connu diverses rééditions depuis l'époque. Et je dois mentionner que c'est grâce à Univers Ludo que je peux aujourd'hui vous présenter l'édition 2016 de Citadel. Alors, universludo.ca, boutique en ligne, d'excellents prix, livraison rapide et beaucoup de choix. Dont ce jeu qui, comme je le disais, a beaucoup de vécu. Alors, un jeu qui a vu le jour en l'an 2000, qui a eu sa première extension en 2004, sa première réédition en l'an 2012 et finalement une troisième édition avec beaucoup de matériel à l'intérieur en 2016. Mais pourquoi autant de rééditions? Quelles sont les différences entre celles-ci? Eh bien, c'est à ces questions-là que je vais répondre dans la vidéo de ma critique de ce jeu. Alors, si ça vous intéresse, vous pourrez aller la consulter. Mais dans cette vidéo, nous parlerons principalement des règles, apprendre à jouer à ce jeu pour 2 à 8 joueurs qui se jouent entre 45 à 60 minutes. Alors, à vous de choisir, est-ce que vous voulez apprendre à jouer, voir le nouveau matériel ou bien aller directement à ma critique? Je vous laisse choisir, on regarde ça. Salut la gang! Salut la gang! Salut la gang! Et bienvenue à l'école du jeu. Au début de la partie, vous aurez une petite mise en place à effectuer et s'il s'agit de votre première partie, une mise en place d'introduction vous est fortement suggérée. Alors, puisqu'il existe de nombreux personnages avec différents pouvoirs, on vous suggère de commencer avec ces personnages-ci. Alors, vous aurez besoin de 8 ou 9 personnages selon le nombre de joueurs autour de la table, des tuiles personnages, mais également des cartes personnages correspondantes. Alors, si vous jouez avec l'assassin, il vous faudra la carte assassin. Et la partie prend fin une fois que les joueurs auront bâti 7 ou 8 districts, selon le nombre de joueurs, encore une fois, autour de la table. Les districts sont représentés par ces bâtiments, ces cartes, que les joueurs pourront récupérer en cours de partie. Avant de commencer la partie, le joueur le plus âgé prend la couronne. Il agira en tant que premier joueur, du moins pour le premier tour de la partie. Chaque joueur va récupérer 4 cartes district qu'il va pouvoir consulter. À noter que chaque carte est composée de 3 informations importantes. Nous avons le nom du district en question. À noter qu'il est impossible d'avoir 2 fois le même district dans notre royaume, donc impossible d'avoir 2 ports, par exemple, dans mon cas. Nous avons également le type de district, il en existe 5. Nous avons les districts de type marchandises, militaire, religieux, noble et unique également. On y reviendra dans quelques instants. Et finalement, nous avons le coût du district. Alors, pour construire les ports, il me faudra débourser 4 pièces d'or. Alors, les joueurs vont commencer avec 4 cartes district dans les mains et 2 pièces d'or qui pourront leur être utiles. Et puisque nous parlons des districts, je peux simplement vous pointer que les districts de type unique, puisque c'est possible qu'on commence la partie déjà avec un de ces districts en main, sont normalement un peu plus chers et vont pour la plupart nous donner des habiletés très puissantes. Le premier joueur, celui avec la couronne, va par la suite ramasser toutes les cartes personnages, donc dans ce cas-ci de 1 à 8, qu'il va mélanger. Et une fois que ce sera fait, il va choisir une carte au hasard et va la retirer face cachée. Alors, tout dépendant du nombre de joueurs autour de la table, là, parfois il faut retourner la carte face cachée, parfois une autre carte face visible. Alors, tout ça change selon le nombre de joueurs autour de la table. Et ensuite, il va consulter les cartes restantes et va se choisir un rôle, un personnage pour le tour qui s'apprête à commencer. Alors, dans ce cas-ci, le joueur pourrait décider, par exemple, d'être la marchande. Alors, il va récupérer la carte et va la placer face cachée devant lui. Ce sera son rôle caché pour le tour à venir. Et il va, par la suite, comme dans n'importe quel jeu de draft,
donner les cartes à son voisin qui va à son tour choisir un rôle dans ce qui reste et ainsi de suite jusqu'à ce que tous les joueurs aient choisi leur rôle. Attention, selon encore une fois le nombre de joueurs autour de la table, il est possible que vous n'ayez à choisir qu'un seul rôle ou parfois il est possible qu'on fasse un deuxième tour si vous êtes moins de joueurs afin de sélectionner un deuxième rôle. Lorsque tous les joueurs ont choisi leur rôle, la partie commence officiellement. Alors le joueur ayant la couronne commence à appeler les personnages en ordre croissant. Alors il va demander à tous les joueurs, est-ce que quelqu'un a choisi le rôle d'assassin? Alors si un joueur autour de la table a effectivement choisi ce rôle, il se dévoile et il aura par la suite son tour qu'il pourra commencer. Alors, les personnages ont des pouvoirs qui peuvent être utilisés n'importe quand dans le tour du joueur, sauf si c'est spécifié qu'un pouvoir doit être utilisé, par exemple, à une phase précise, au début du tour ou à la fin du tour. Mais normalement, le tour d'un joueur se déroule de la façon suivante. Il doit premièrement générer des ressources. Alors, il y a deux possibilités qui s'offrent à lui. Soit le joueur récupère 2 pièces d'or supplémentaires, qu'il va ajouter à sa banque, ou il peut piocher 2 cartes districts qu'il consulte, il en choisit une qu'il désire conserver et l'autre se retrouve à la défausse. Alors dans ce cas-ci, imaginons que j'aurais décidé de récupérer de l'or supplémentaire. Alors j'ai effectué la phase pour générer mes ressources. Alors j'ai encore mes mêmes cartes districts qu'au début de la partie. Je peux alors construire l'un d'entre eux. Alors j'ai un budget de 4 pièces d'or, mais ça tombe bien, tous mes districts coûtent 4 pièces d'or et moins. Alors je pourrais décider par exemple de construire un manoir. Alors important de garder en tête que nous avons une limite de 1 district qui peut être construit à chaque tour maximum. Alors, je construis par exemple le manoir que je place face visible devant moi. Je vais débourser mes 3 pièces d'or que je remets à la banque et mon manoir est maintenant visible pour tous les joueurs qui savent que maintenant j'ai un district de type noble qui m'a coûté 3 pièces d'or et à noter également qu'à la fin de la partie, ce sont les coûts des districts qui vont m'apporter des points. Et n'importe quand, pendant mon tour, j'aurais pu décider, si je le désire, d'utiliser le pouvoir de mon personnage, alors dans ce cas-ci, l'assassin, qui a un pouvoir assez spécial. Je peux nommer n'importe quel personnage qui n'a pas encore joué, donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, bref, tous les personnages restants, et celui-ci va mourir. Je vais l'assassiner, c'est-à-dire que le joueur qui a ce personnage ne pourra pas jouer lorsque son personnage sera appelé par le premier joueur. Donc, il va perdre carrément son tour et il ne pourra pas non plus dévoiler sa carte personnage. Alors, on ne saura pas vraiment sur le coup si c'est un joueur qui a perdu son tour ou si la carte a été défaussée avant de distribuer les rôles, jusqu'à ce qu'évidemment tous les personnages aient été appelés. Alors, à ce moment-là, on pourra se rendre compte que qu'un certain joueur n'aura peut-être pas eu de tour et donc qu'il avait choisi le rôle en question. Alors, je pourrais décider, par exemple, de tuer le roi. Alors, on va continuer la partie, mais lorsque le roi va être appelé par le premier joueur, si c'est un joueur qui a choisi ce rôle, eh bien, il va passer son tour. Et finalement, une fois que mon tour est terminé, alors ça se joue assez rapidement, hein, j'ai généré mes ressources, j'ai construit un district, mais je n'avais pas à le faire, je n'étais pas obligé, et j'ai utilisé mon pouvoir. On continue. Alors, le premier joueur continue d'appeler les personnages. Qui a le voleur? Alors, si personne n'a le voleur, on continue. Qui a la magicienne? Oh, un joueur a la magicienne. Il se dévoile et il fait son tour de la même façon que je viens d'effectuer. Et on continue comme ça. Lorsque tous les personnages ont été appelés et que le tour se termine, eh bien, on en prépare un nouveau. Alors, il est possible que la couronne ait changé de main en cours de tour, puisque le roi nous permet de récupérer la couronne et d'être le nouveau premier joueur. Alors, le nouveau premier joueur va récupérer les cartes personnages de tout le monde, celles qui avaient été défaussées également. Il va les mélanger à nouveau, va défausser un nombre de cartes X et va à son tour choisir son personnage de départ, le rôle qu'il veut camper pour le tour actuel et on va continuer de procéder comme ça jusqu'à ce qu'un joueur ait réussi à construire un total de 7 ou 8 districts différents
devant lui. À ce moment-là, on termine le tour actuel et la partie tire à sa fin. Vous l'aurez deviné, ce n'est pas nécessairement le joueur qui met fin à la partie en construisant son 8e district qui va remporter nécessairement la partie. Alors, pour compter le pointage final, on doit comptabiliser la valeur de chacun des bâtiments qui a été construit devant chaque joueur. Alors, dans ce cas-ci, une valeur de 5, 6, 7, 8, on continue comme ça, on compte la valeur de tous les districts. Et à ceci, on ajoute un bonus de 3 points si on a réussi à avoir un district de chaque type. Alors, je vous rappelle qu'il existe 5 types différents, les districts uniques, nobles, de marchands, militaires et religieux. Alors, dans ce cas-ci, j'ai au moins une carte de chaque type, on marquerait 3 points supplémentaires. Le premier joueur à avoir réussi à construire ces 8 districts marque 4 points supplémentaires. Si dans le dernier tour, un autre joueur réussit ou plusieurs autres joueurs réussissent à construire leurs 7 ou 8 districts, il marque 2 points supplémentaires. Et finalement, à cela, il reste à additionner certains points qui seront attribués, qui vous seront ajoutés par les cartes de district uniques. Et au terme de ce décompte, le joueur avec le plus grand nombre de points est déclaré grand vainqueur. Alors, comme vous l'avez remarqué, il y a plusieurs personnages qu'il est possible d'incarner lors d'une partie. Alors, on va regarder sommairement et rapidement chacun d'entre eux. Alors, on a déjà parlé de l'assassin. Le joueur qui a ce personnage-là va choisir un autre rôle et ce personnage-là va mourir. Alors, le joueur qui incarnera ce rôle va perdre son tour. On a le voleur ici qui fonctionne un petit peu de la même façon que l'assassin. Alors, le voleur va nommer un des personnages restants, alors soit la magicienne, le roi, etc. Et lorsque ce personnage-là va commencer son tour, lorsqu'il sera dévoilé, le voleur va voler la totalité de sa fortune. Alors, si par exemple je suis le voleur et que je nomme le roi et que le roi est incarné par mon bon ami Joe, eh bien, au début de son tour, lorsque Joe va dévoiler le roi, s'il a des pièces d'or en sa possession, je les vole toutes. On a également ici la magicienne. Alors, la magicienne va nous permettre d'échanger des cartes de notre main. Alors, si dans mes mains, j'ai des cartes qui semblent très inintéressantes, eh bien, je peux décider d'en défausser le nombre que je veux pour en repiger le même nombre, ou je peux même décider d'échanger ma main au complet avec un autre joueur, et ce même si je n'ai aucune carte. Alors, si je n'ai aucune carte dans mes mains, je pourrais décider d'échanger ma main inexistante avec un autre joueur et récupérer ses cartes à lui. Nous avons le roi ici qui a un pouvoir double, en fait. C'est que lorsqu'on l'active, on prend la couronne, alors on devient le nouveau premier joueur à partir de maintenant, et on peut également, quand on le désire, alors n'oubliez pas que chacun de ces pouvoirs peut être activé n'importe quand pendant son tour, alors le roi va toucher une pièce d'or pour chaque district noble que vous aurez dans votre territoire. Alors si par exemple au début de mon tour j'ai un palais, alors un district noble, pendant mon tour je réussis à construire un château, alors j'ai un deuxième district noble, je décide à la fin de mon tour, juste avant de passer au prochain joueur, d'activer mon habileté. Alors, je touche une pièce d'or par district noble. J'en ai 2. Alors, je récupère 2 pièces d'or. Très intéressant. On a ici le bishop qui fonctionne un petit peu, là, le prêtre, si on veut, de la même façon. Il va alors toucher une pièce d'or par bâtiment religieux qui se trouvera dans votre royaume. Mais en plus, il va vous protéger, vous immuniser contre tous les personnages de calibre 8, alors qui sont des personnages militaires agressifs qui pourraient vous détruire ou vous voler certains de vos avoirs. Alors si vous avez ce personnage-là, vous êtes immunisé. Nous avons ici la marchande qui vous donnera à tous les tours que vous allez l'activer, en fait, une pièce d'or supplémentaire. Peu importe le nombre de pièces d'or, les actions que vous aurez fait, vous toucherez une pièce d'or supplémentaire et en plus, vous toucherez une pièce d'or
par district marchand que vous aurez devant vous. Alors vraiment, c'est une machine à imprimer de l'argent qu'on a juste ici. Nous avons l'architecte. L'architecte a un pouvoir double également. Peu importe ce que vous décidez de faire pendant votre tour, vous allez pouvoir piocher 2 cartes supplémentaires. Alors, ça peut être très intéressant. Et on se souvient qu'on est souvent, en fait, la majorité du temps, limité à construire un seul district lors de son tour. Alors, je débourse une pièce d'or, je construis et je ne peux pas en bâtir d'autres. Par contre, avec l'architecte, ma limite va passer à 3 districts par tour. Mais en fait, pour le tour actuel seulement, tant que j'ai l'architecte. Alors, ça peut être très intéressant si je veux que la partie se termine rapidement et que j'ai 3 districts. Bon, alors ceux-là sont identiques, là, mais si on en prend un différent, bon, voilà, ça c'est mieux. Alors, si j'ai 3 districts à faible coût dans les mains et que j'ai l'architecte, je peux en bâtir 3 dans le même tour si j'ai l'argent nécessaire. Alors, ça pourrait me permettre de mettre fin à la partie promptement. Et finalement, nous avons ici le général de guerre qui, encore une fois, a un pouvoir double. Premièrement, comme c'est le cas pour la marchande, le bishop et le roi, je vais marquer une pièce d'or pour tous les districts militaires que j'ai devant moi. Et en plus, je peux détruire, retirer de la partie n'importe quel district d'un autre joueur en payant une pièce d'or de moins que le coût nécessaire pour le bâtir. Alors, je vous donne un exemple, j'ai pas l'impression que c'est très clair. Mon adversaire Joe construit un château, ça lui a coûté 4 pièces d'or pour l'avoir devant lui. J'ai le général de guerre, je peux payer une pièce de moins, c'est-à-dire 3 pièces d'or pour le détruire. Alors voici les personnages de base que vous verrez dans une partie d'introduction. Il y en a 8, mais information importante, il y a 27 personnages dans la boîte. Alors, beaucoup de rejouabilité. Et voilà pour la dernière édition de Citadelle. Maintenant que vous savez jouer, je vous invite à poursuivre avec moi et à visionner la vidéo de ma critique de ce jeu. On parlera vraiment des différences entre les versions précédentes, qu'est-ce qui a été ajouté dans cette jolie boîte, outre l'aspect graphique qui a été amélioré, parce que oui, il y a beaucoup de choses qui ont été ajoutées et selon moi, c'est un plus. Vous devez venir jeter un œil à la vidéo de ma critique si vous désirez avoir ces informations. On parlera entre autres des personnages. Alors, il y en a tellement dans cette édition. La rejouabilité est incroyable. Mais bon, je vais garder ces informations-là pour la vidéo de ma critique qui apparaît présentement à l'écran. Moi, je vous dis merci pour votre écoute. À la prochaine.